Voilà. Eh bien, bonjour. Voilà. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la formation supérieure nutrition et environnement santé et faire une introduction pour voir dans quel contexte cette formation s'inscrit. Alors, le thème préalable, qui qui est traité dans le module de base, d'une manière beaucoup plus détaillée, là je vais juste vous faire un aperçu. C'est notamment un thème principal qui s'appelle de la médecine nutritionnelle à la médecine P4. Ça s'appelle la médecine personnalisée, préventive, prédictive et participative. Parce qu'aujourd'hui, ce type de médecine se développe dans les milieux universitaires, principalement en oncologie. Mais à part l'oncologie, cette médecine personnalisée n'est pas développée. Par contre, dans le secteur de la nutrition, ou dans la médecine anti-âge, elle est développée. Donc ça existe pour seulement certains secteurs de la médecine, et demain ça sera pour tous les secteurs. Aujourd'hui c'est réservé à la médecine anti-âge et à l'oncologie, la médecine personnalisée. Alors pourquoi justement il y a un chirurgien urologue et qui est aussi neurobiologiste de formation, qui s'appelle le docteur Laurent Alexandre, qui s'intéresse aux bouleversements que vont engendrer la science et les biotechnologies sur l'humanité. Il est également diplômé de sciences politiques, des hautes écoles commerciales, de l'École nationale d'administration. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un CV énorme. Et il est fondateur de Doctissimo.fr, qui est le premier site internet sur la santé destiné au grand public en Europe. Et il a monté une dizaine d'entreprises high-tech dans le secteur de la santé. Il est aujourd'hui DNA Vision, qui est une société spécialisée dans le décryptage du génome. Et aujourd'hui, son expertise en technologie médicale du futur, elle peut se résumer en deux mots. Les médecins d'aujourd'hui seront les infirmières de 2030. Ça veut dire que si on ne se met pas à jour des données médicales, les technologies vont tellement se développer que les médecins de demain vont se retrouver à faire des boulots d'infirmières. Ça veut dire pas seulement technique, ça veut dire qu'ils seront purement administratifs. Voilà. Puisque tout va être piloté par l'informatique et l'intelligence artificielle qui va piloter. Je donne un exemple de demain. Si vous prenez un pilote d'avion d'aujourd'hui et d'il y a 20 ans, c'est complètement différent. Le pilotage d'un avion aujourd'hui a beaucoup changé. Et ben, la médecine c'est pareil, sauf que le médecin de ville il ne s'en est pas rendu compte parce qu'il a travaillé dans son cabinet, il ne travaille pas dans un système embarqué. Sauf que, est-ce que pour autant on arrête de former des pilotes, on fait des on forme toujours des pilotes de mieux en mieux. Et ils sont toujours plus formés. Et pourtant les appareils décollent tout seuls, volent et atterrissent tout seuls. Le pilote n'a plus qu'à le mettre sur la piste. Il peut enclencher le bouton et tout peut être automatisé. Bien sûr, il y a des aléas. Ça veut dire qu'il peut y avoir des aléas météo, il peut y avoir des pannes, donc on a toujours besoin d'un humain dans l'avion. Parce qu'un avion, on a besoin d'un humain parce qu'on transporte des humains. Sinon, c'est des drones. Donc demain, c'est pas pour autant que le système informatique va remplacer le médecin, mais son rôle va complètement changer. Ça veut dire que demain, il va être amené à gérer des cas compliqués et puis faire l'interface entre le patient et machine. Parce que le patient, il ne sait pas gérer un outil complexe. Donc demain, le médecin du futur sera comme un pilote d'avion qui pilotera un système complètement automatisé qui répond dans 90% des cas, mais il y a toujours des cas où le système n'a pas prévu. Des maladies rares, des maladies orphelines, des cas très particuliers, des problèmes psychologiques qui n'ont pas prévu. Donc là, le médecin jouera un rôle. Mais sinon, tout va être automatisé. La pharmacie, pareil, puisque aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui avec les assurances, puisque maintenant les entreprises, et ça va être le cas aussi en Algérie, toutes les entreprises sont obligées d'offrir une mutuelle en
plus de la sécurité sociale à tous leurs salariés. C'est prévu aussi en Algérie. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Donc les grosses mutuelles, pour les grosses entreprises, ont offert un service gracieux de consultation à distance pour les salariés de l'entreprise. Donc le patient appelle le médecin par téléphone, ça ne lui coûte rien. C'est dans le cadre de sa convention avec son entreprise et AXA. Et le médecin fait une consultation à distance gratuite. En France, il n'a pas le droit d'être rémunéré pour une consultation à distance. Ce qui n'est pas le cas en Suisse, par exemple. En Suisse, le médecin facture la consultation, même s'il ne voit pas le patient. C'est au temps passé. Voilà. Et bon, comme ça passe par c'est pris en charge par l'assurance, donc le patient a strictement rien payé. Donc le médecin, et le médecin à distance va émettre l'ordonnance. Néanmoins, l'ordonnance, en fonction, il va prendre en compte bien sûr les génériques, les produits remboursés par la sécurité sociale, mais comme cette ordonnance elle n'est pas signée, qu'est-ce qui se passe? Ben, le patient va aller voir son médecin juste pour tamponner et vérifier que c'est cohérent. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que tamponner et mettre sa signature. Pour aller au pharmacien, qui de toute façon, il saura dans quelle pharmacie il faut aller, et le pharmacien aura déjà prévu des médicaments qui seront à consommer. Il arrive, les médicaments seront déjà livrés. Tout déjà pris en charge par l'assistance, puisque c'est le médecin de l'assurance qui a directement fait la prescription. Et qui a orienté le patient. Donc, et ça, c'est la médecine. C'est aujourd'hui, ça se met déjà en place. Ça existe déjà en France, ce service-là. Mais il est réservé aux grosses entreprises. Et demain, il va se développer aussi pour les PME, etc. Donc, quel va être le rôle d'un médecin standard, d'un médecin de ville demain? Il va se réduire, il va beaucoup se réduire. Les médecins se plaignent déjà d'avoir trop d'administratifs, demain ils n'en auront peut-être plus, mais plus l'administratif se réduit, plus leur activité va se réduire. En termes de liberté, puisqu'il sera extrêmement encadré. Donc, sauf s'il intègre vraiment des nouvelles technologies, à partir de là, il pourra devenir un acteur. Comme le pilote d'avion aujourd'hui, ce sont un peu des ingénieurs, ils ont presque un niveau d'ingénieur de formation. Hein, et à ce moment-là, ils peuvent devenir des acteurs. Mais s'ils restent, s'ils ne se mettent pas à leur niveau, ils ne pourront plus manager le système. C'est le système qui va piloter pour eux. C'est dans ce sens-là que les médecins sont les infirmiers. Alors, donc, hein, pourquoi, première chose, pourquoi se former en nutrition et santé environnementale est devenu aujourd'hui indispensable? Alors, première chose, c'est que la nutrition et l'environnement sont les premières causes d'un nombre très important de pathologies, de maladies. Même maintenant, les oncologues sont d'accord pour le dire, ce qui n'était pas encore le cas il y a récemment. Maintenant, les publications disent non, c'est l'alimentation et l'environnement qui est la première cause de développement tumoral. C'est pas le hasard. C'est la première cause. Bien sûr, il y a l'âge aussi qui arrive. Alors, quelles sont les maladies les plus connues dans lesquelles on est sûr que nutrition et l'environnement interviennent? Bon, bien sûr, l'obésité, les troubles lipidiques, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les allergies, le cancer, les troubles digestifs, les maladies auto-immunes, le déficit immunitaire, les infections à répétition, les douleurs articulaires, la fatigue chronique, la dépression, le stress, les troubles de la mémoire et de la concentration, les affections thyroïdiennes, le vieillissement prématuré, les problèmes cutanés, l'ostéoporose, la diminution des performances sportives, l'obésité. Vous voyez qu'un large panel de pathologies peut être soigné, peut être traité avec la nutrition et la santé environnementale. Alors comment on en est arrivé là? À
à ce que la nutrition et la santé entraînent autant de maladies. Parce qu'en fait, la nutrition, c'est le traitement préventif, hein, des maladies métaboliques digestives, hein, des infections, des allergies, de l'auto-immunité et des pathologies dégénératives, hein, telles que le cancer. Alors l'hygiène de vie, l'alimentation et l'environnement sain sont des facteurs déterminants de notre santé. Les mêmes individus sont touchés simultanément par une hygiène de vie dégradée, un déséquilibre alimentaire et des pollutions chimiques et électromagnétiques. Donc, aujourd'hui, on n'a pas un polluant, on a un cumul de polluants qui ont un effet synergique entre eux, malheureusement synergique sur le plan toxique. La pollution de l'air intérieur que l'on s'inflige est pire que la pollution de l'air extérieur que l'on subit. Et quel est le premier endroit le plus pollué? C'est la cuisine. Voilà, la cuisine, puisqu'il y a des gaz brûlés, il y a des odeurs. Voilà. Donc la première chose qu'il faut faire tous les jours, en se levant, c'est d'aérer. C'est la première lutte contre la pollution dans la maison, c'est aérer les pièces au moins une fois par jour, même s'il fait très froid, il faut aérer 5 minutes, il faut absolument renouveler l'air de la maison. Hein, voilà. Et les systèmes de mesure de l'état de santé, hein, aujourd'hui montrent l'état de santé des enfants et des adolescents plus dégradé que celui de leurs parents, voire même de leurs grands-parents. Donc, ça c'est important. Une fatigue au moindre effort qui est de plus en plus fréquente, on appelle ça la fatigue chronique des adolescents, c'est incroyable. Donc avant, il y avait la pêche. Je vous rappelle que voilà, si vous connaissez vos grands-parents ou arrière-grands-parents, nous en France, c'était des forces de la nature. Voilà, c'était des gens baraqués qui avaient une vitalité importante. Mon grand-père, il a 80 ans, il a la pêche tout le temps. Voilà. Et vous avez des jeunes de 20 ans, ils sont crevés. Oui. Ah, il y a un problème. Tout ça vient, ça. C'est l'environnement et c'est ce qu'ils mangent. Donc les vieux, ils mangeaient ça. Il n'y avait pas de pollution. En tout cas, quelqu'un de 80 ans, au moins pendant les 40 premières années de sa vie, il n'a pas eu de polluant. Parce que ça n'existait pas. La pollution est arrivée après 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a arrivé dans les années 60. Ça a commencé à arriver dans les années 60. Pas avant. Avant, il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas d'agriculture intensive. Donc on mangeait sain obligatoirement. Voilà. Et en plus, là-dessus, il y a une hyperactivité fréquente. L'hyperactivité fréquente, elle peut être liée à des polluants, mais aussi à des déficits nutritionnels. Donc le coaching en hygiène de vie, nutrition et santé orientale est promis à un grand avenir. Encore faut-il que les gens prennent conscience quelle est l'origine de leur trouble. Le problème, c'est que le médecin, lui, il n'a pas été formé à ça. Lui, il soigne le symptôme, entre guillemets, mais il ne soigne pas la cause, l'origine de la maladie. Parce qu'on ne lui a pas appris, pas de sa faute, il n'a pas été formé à ça. Donc, le problème, c'est que l'alimentation, elle est aussi déficitaire en certain nombre de nutriments. Hein. Déficitaire en protéines végétales, en acides aminés et dérivés aminés, tels que taurine, cystéine, glutamine, en acides gras monosaturés, en acides gras polyinsaturés oméga 3, en phospholipides, en vitamines, en antioxydants, en phytonutriments, en épices, en minéraux, en oligoéléments, en prébiotiques, en eau alcaline et en eau minéralisée. Donc tout cela va entraîner un problème sévère de carence en ingrédients nutritionnels indispensables à notre santé. De plus, l'alimentation est dépendante de particularités géologiques. Il y a des régions qui sont pauvres en sélénium, des régions qui sont pauvres en iode, du fait d'une météo. Hein, voilà. Et de la récolte à l'assiette, l'aliment est modifié. Bien sûr, puisqu'il y a l'agriculture intensive, qui est source de contaminants résidus, avec un appauvrissement du contenu en vitamines et minéraux. À votre avis, cet appauvrissement, il serait de combien? Aujourd'hui,
on l'estime jusqu'à 80%. J'aurais dit 40%. Tant que ça. Oui, oui, justement, tant que ça. C'est ça qui est... Ouais, voilà. Il faut dire que même en bio, par rapport à l'agriculture industrielle, l'augmentation en nutriments est de 0 à 20%, mais le bio aujourd'hui vient sur des terrains anciennement intensifs. Et pour renouveler un terrain anciennement, il faut entre 5 à 20 ans, sans pesticides, sans engrais, pour que la terre commence à revivre correctement. C'est long. Donc même ce qui est censé être bio, c'est pas bio en fait. C'est mieux. Oui. C'est mieux, il y a moins de polluants, ou voire pas du tout, mais en tout cas il y en a moins, c'est clair. Hein, et c'est un progrès pour l'environnement et pour notre santé. Mais c'est pas forcément beaucoup plus riche en nutriments. Ça peut l'être un peu, jusqu'à 20% plus. C'est faible, mais l'intérêt du bio, c'est surtout l'absence de pollution pour l'individu et pour l'environnement. C'est ça surtout l'intérêt. Alors, le problème, c'est que, comme dit, l'absence de pollution par l'agriculteur. Mais l'agriculteur, lui, il peut recevoir les polluants autour, quand même, malheureusement. De plus, la transformation des aliments est une source majeure de perte de teneur en vitamines et minéraux. C'est le cas des processus industriels, des chaînes du chaud, des chaînes du froid, des modes de conservation par chauffage, des cuissons haute température. Les modes de cuisson agressifs, c'est-à-dire griller à des fritures, sont les premiers responsables de consommation de molécules de maillard toxiques. De plus, l'alimentation occidentale, elle contient trop de certains nutriments, trop de sucre. Récemment, et dernière étude publiée, on a montré que l'excès de sucre favorise le cancer. Ouais, moi je l'ai supprimé. Voilà. Le sucre brun, c'est bien, il paraît. Bravo. Alors, on a vu le sucre, c'est le saccharose, mais encore pire que le saccharose, le fructose. Le fructose est le nutriment par excellence des cellules tumorales. Elles se nourrissent de fructose. Plus qu'encore que le saccharose. Et le diabète aussi, par exemple, c'est démontré que le fructose est diabétogène. Ça a été encore ressorti il y a une semaine. Une méta-analyse montrant que le fructose, premier sucre diabétogène. Le fructose, tout à fait. Même s'il fait monter l'index glycémique, l'index glycémique, il est diabétogène. Parce que le métabolisme du fructose favorise entraîne une résistance à l'insuline. Si vous en consommez trop. Donc, il faut arrêter le fructose et réduire au maximum le fructose et le saccharose. Voilà. Les graisses saturées à longue chaîne, ou les graisses polysaturées trans et oméga 6 sont problématiques, sachant que l'aliment, l'huile qui favorise le plus de surpoids aujourd'hui, vous savez laquelle? C'est l'huile de tournesol. L'huile de tournesol favorise le surpoids, le surpoids, le diabète et les cancers hormonaux, entre autres. Il ne faut pas l'utiliser. Voilà, l'huile de tournesol ne doit pas être utilisée. L'huile d'olive, c'est bon. L'huile d'olive, oui, il n'y a pas de problème avec l'huile d'olive. Voilà. Et en plus, elle contient une alimentation trop toxique. Produits de traitement thermique, tels que sucre, lipides et protéines oxydées, les auxiliaires industriels de fabrication qui persistent à l'état de trace, les additifs alimentaires artificiels, les contaminants des contenants, notamment les phtalates des plastiques. On ne fait jamais chauffer, cuire un aliment dans une boîte en plastique, même dans un micro-ondes. Sinon vous mangez le plastique, c'est obligatoire. Les métaux lourds, principalement on verra dans le cours le mercure, le plomb et le cadmium. Il y a aussi l'aluminium et le nickel. Les produits phytosanitaires, les pesticides, et bien sûr les OGM, qui ont montré aujourd'hui première cause de facteurs de cancer, cause alimentaire de cancer. Les problèmes sévères, les problèmes sévères d'excès alimentaire, de nutriments énergétiques et substances nocives à la santé sont responsables d'altérations de digestion, de facteurs de surpoids,
de diabète, de syndrome de l'intestin perméable, etc. Donc, alors, autre chose importante, c'est est-ce que vous avez conscience qu'aujourd'hui notre patrimoine génétique est compromis sur plusieurs générations? Non pas sur une génération, sur plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il y a une pollution liée aux médicaments et aux produits phytosanitaires appelés pesticides. Quand on regarde dans les rivières aujourd'hui en France, quel est le polluant le plus important qu'on trouve? C'est un médicament et c'est le paracétamol. C'est le paracétamol, le premier polluant des rivières. Voilà. Et tout le monde en prend. Alors que c'est le pire des hépatotoxiques. L'aspirine est bien moins dangereuse que le paracétamol. Bien moins. Sauf femme enceinte, population très spécifique. Mais je n'utilise plus, j'ai abandonné le paracétamol au vu des nombreux accidents hépatiques qu'il y a eu en France. Des insuffisances hépatiques secondaires à la consommation régulière de paracétamol. Ou d'allergie ou de paracétamol. Voilà. En plus, il y a un effet multiplicatif des polluants entre eux, ce qu'on appelle l'effet cocktail, qui est lié à l'accumulation des perturbateurs endocriniens notamment. Et certaines perturbations hormonales vont entraîner surpoids et diabète. Le pire, c'est que la personne qui elle-même consomme ces polluants ne sera pas forcément touchée directement. Parce que quelles sont les cellules les plus sensibles aux polluants? C'est les gamètes. Mais pour l'individu, je dirais homme ou femme, adulte, une pollution sur les gamètes, ça ne va pas changer grand-chose à sa vie. Par contre, ses descendants, ils vont payer. Ils vont payer le prix de la pollution des parents. Et aujourd'hui, on a l'exemple avec un médicament qui s'appelle le Distilbène, qui ont été pris chez des femmes pour éviter les accouchements prématurés. Aujourd'hui, leurs filles, leurs petites filles, leurs arrière-petites-filles développent des cancers liés à la prise de Lucidum, alors que les mères, elles qui ont pris ça, n'ont eu aucun problème lié aux médicaments. Par contre, ça a engendré des malformations fœtales parce que ça a modifié le code génétique. Et ce code génétique, aujourd'hui, il se transmet sur X générations derrière. Après, il y a le phénomène aussi qu'on appelle épigénétique, qui est le phénomène sur la partie d'expression des protéines, liées aux polluants ou aux conditions, je dirais, de famine, par exemple. C'est-à-dire qu'une mère ou un père ou un enfant qui grandit dans le ventre des parents alors que pendant une période de famine, eh bien l'enfant, il va être derrière à la naissance, il va être prédisposé au surpoids. Parce qu'il a comme message enregistré que attention ici, on ne bouffe pas beaucoup. Donc il faut stocker. Voilà, c'est ça l'épigénétique. Voilà, donc d'où l'intérêt d'avoir des notions génétiques dans l'avenir. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une interaction de descendance sur 3 générations successives, atteinte du patrimoine génétique de nos gamètes, perturbation du développement du fœtus, et réduction de 40% de la fécondité masculine en 20 ans à Paris. Mais croyez-moi, c'est la même chose en Algérie, puisque le jour où j'ai assisté à un congrès d'un gynécologue, ancien gynécologue, qui a dit qu'on a la même chose en Algérie et dans le monde entier, au point que l'OMS a dû réduire les normes de fécondité, sinon il y avait trop de monde qui était en dessous des normes de fécondité. En France, la consommation de produits chimiques représente 1,5 kg par an, par personne. Et on détecte dans le cordon ombilical à la naissance du bébé jusqu'à 200 produits chimiques aujourd'hui. Donc population tout venant, pas population spécifiquement exposée. Donc le bébé, il naît dans la pollution déjà. Voilà. Donc là-dessus, on a une pollution chimique importante. Se rajoute une autre pollution qui s'appelle la pollution électromagnétique. Et c'est ce qui va donner ce qu'on appelle le smog électrochimique. Ça veut dire que ça va doper l'effet de la chimie. Et ça va donner ce
qu'on appelle l'hypersensibilité électromagnétique ou l'hypersensibilité électrochimique. C'est-à-dire des gens deviennent allergiques à tout. Pas seulement à cause de la pollution magnétique, mais à cause de la pollution chimique. Les deux associés. Et là-dessus se rajoute une troisième pollution, qui est la pollution biologique. Avec des infections chroniques par des bactéries, des mycoses et des parasitoses, qui vont entraîner immunodépression, maladies auto-immunes, maladies génératives et cancer. Quand on sait qu'aujourd'hui les virus et les bactéries, c'est la première arme de dissuasion. C'est la première arme militaire. Voilà. Et qui est testée dans certains pays. En conclusion, on est devant un déséquilibre alimentaire par carence en nutriments et en phytonutriments indispensables, excès alimentaire en nutriments énergétiques et en substances toxiques. Dans le cadre d'un environnement pollué par cocktail toxique de produits chimiques, smog électromagnétique et micro-organismes hautement pathogènes. Donc tout ça va entraîner une altération de l'immunité des intestins et du système endocrinien. Donc il y a une altération de notre immunité qui va induire allergies multiples, sida, infections chroniques, des altérations des intestins qui vont induire des allergies chroniques, des syndromes de l'intestin perméable, des allergies multiples, et enfin une altération du système endocrinien qui va induire dépression, troubles du comportement et vieillissement accéléré. Vous comprenez maintenant pourquoi la nutrition est quelque chose d'indispensable, et la santé environnementale aussi. Parce que sinon, si on fait que la nutrition sans la santé environnementale, il y a beaucoup de pathologies qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas d'où viennent, et avec la nutrition seule, on ne pourra pas agir. Il faut une hygiène de vie, ça commence par l'alimentation et par l'environnement. Puis après, certaines pratiques hygiéniques. Mais ça vient ça en troisième. Deuxième partie de la conférence, c'est de la médecine nutritionnelle à la médecine P4, comment on en est arrivé là, comment on en arrive là aujourd'hui. Parce que ça, c'est quelque chose dont je parle depuis 2015. C'est tout récent. C'est une version moderne de la nutrition et de la médecine. Puis qu'est-ce que c'est que la nutrition? La nutrition, c'est l'établissement des besoins qui va assurer à l'organisme un développement optimal et l'intégrité des métabolismes, de croissance, de reproduction, de physiologique et psychologique. Alors il existe un concept qui s'appelle la nutrition orthomoléculaire, qui est un concept historique, qui vient du terme qui provient de ortho, qui est inventé en 1968 par Linus Pauling, pour désigner la nutrition se proposant de restaurer l'équilibre interne des constituants des tissus en important la bonne molécule à la bonne place, au bon moment, en bonne quantité, modifiant la concentration dans l'organisme des molécules qui s'y trouvent déjà. Il existe d'ailleurs en Algérie une société qui s'appelle la Société algérienne de nutrition et médecine orthomoléculaire, auquel auquel je vous propose d'adhérer et d'assister au congrès régulier qu'ils font une fois tous les 2 mois. Donc c'est une nutrition qui vise à préserver le meilleur état de santé possible et à réduire le risque de maladie par des variations de concentration de substances indispensables à la santé, présentes normalement dans l'organisme, notamment du fait de l'alimentation. Les premiers nutriments qui ont été testés dans ce cadre-là, c'était la vitamine C, la vitamine B6 principalement, et la B3, qui ont été utilisés dans le cadre de la nutrition orthomoléculaire. Avec des résultats assez extraordinaires. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nutraceutique? Un nutraceutique, ce sont des ingrédients actifs naturels ou leur combinaison qui va contribuer à la nutrition de l'organisme, à la santé, décrivant un rôle généralement reconnu d'un nutriment ou d'une autre substance, au développement et à la santé infantile, à la réduction du risque de troubles métaboliques ou de maladies, au traitement de maladies. C'est enfin un ensemble des substances d'origine minérale, végétale, animale et micro-organique, brutes ou obtenues par extraction, fermentation, synthèse.
ce sont des nutriments qui sont tels que glucides, lipides, protéines, les fibres, les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux. Vous avez aussi les phytonutriments, les caroténoïdes, les polyphénols, les terpènes. Vous avez les métabolites organiques, les ingrédients fonctionnels, les ingrédients phytochimiques et toute autre substance aux préparations végétales. Alors il y a différents types d'allégations qui correspondent à des aspects réglementaires en termes de produits. Hein. Vous avez les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière qui recouvrent deux groupes, hein, les produits diététiques et les produits destinés aux nourrissons et à l'enfant, aux jeunes enfants. Vous avez le complément alimentaire, hein. Vous avez les produits enrichis en vitamines, minéraux et certaines autres substances, et puis les aliments avec allégation, qui peuvent être nutritionnels, de santé, relatifs à la réduction de risque de maladie, ou se rapportant au développement et à la santé infantile. Enfin, on peut parler d'un concept de supplément nutritionnel ou botanique qui en fait regroupe deux types d'allégations. Hein. L'allégation souvent complément alimentaire et une allégation santé ou de réduction de risque de maladie. Et enfin, un dernier cas qui est le médicament traditionnel à base de plantes, qui sont des médicaments de phytothérapie prescrits par le pharmacien. Donc, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a l'existence d'un bon nombre de pathologies qui sont probablement liées à un apport nutritionnel insuffisant ou inadapté. Cet apport, il pourrait expliquer un bon nombre de survenues de maladies, c'est-à-dire que les carences entraînent des morbidités, voire les déficiences peuvent être responsables de prémorbidité. C'est ce qu'on n'appelle pas encore la maladie, mais le sujet est quand même fatigué de manière chronique. Ou il a des troubles de la mémoire, ou il se passe profil. Tout ça peut aussi entraîner une baisse de performance. Et pourtant, pour répondre à cette problématique, je ne pense pas que le médicament soit la bonne indication. Il y a bien un médicament qui s'appelle le Sarginor, mais c'est un actif alors que le sujet il manque de plein de choses. On n'a pas à répondre avec un ingrédient, un nutriment, hein, alors que le sujet il a besoin de nourrir son organisme avec un cocktail de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Donc, on doit recourir, seul ou en adjuvant, à des denrées alimentaires spécifiques et adaptées. Notamment, les denrées que je citais spécialement, aliments diététiques, compléments alimentaires, aliments avec allégation nutritionnelle de santé ou relative à la réduction de risque de maladie. Hein. Éventuellement, se rapportant au développement et à la santé infantile, ça peut être un supplément nutritionnel et botanique ou un médicament traditionnel à base de plantes. Enfin, les questions qu'on peut se poser aux patients, qu'on peut se poser nous-mêmes, parce que les patients se demandent mais pourquoi je prendrais ça? Est-ce que finalement l'alimentation ne couvre pas tous les besoins? Ben oui, mais quand on voit que 80% des apports nutritionnels ont été réduits aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est important. Hein, donc les questions qu'on se pose, est-ce qu'aujourd'hui l'alimentation, elle couvre réellement les apports nutritionnels conseillés, nos besoins, compte tenu de la transformation des aliments? Le problème, c'est que la plupart du temps, c'est non. À moins de vivre dans certaines régions exotiques, où là, on a encore, où les terres n'ont pas été traitées, on a des taux de nutriments dans les aliments qui sont extrêmement élevés. Et ça se retrouve dans des zones exotiques, malheureusement. Donc sinon, eh ben, il faut faire appel à des aliments enrichis ou à des compléments alimentaires. Deuxième question, c'est est-ce que l'alimentation répond à un besoin spécifique, notamment en termes d'activité physique, en termes de stress? Il faut dire qu'aujourd'hui, la vie est beaucoup plus stressante et des faits des pollutions qu'il y a 40 ou 50 ans. Hein, voilà, la pression fiscale n'est pas la même, la pression psychologique n'est plus la même. Même les enfants, le niveau de volume de cours qu'on leur donne aujourd'hui et celui qu'on leur donnait il y a 40 ans, c'est pas du tout la même chose. Et pourtant, l'enfant,
Il va peut-être pas évoluer si vite par rapport à la pression de l'information qu'on lui donne. Donc, est-ce qu'il y a des produits qui permettent de répondre à ce genre de choses? Oui, il y a les aliments diététiques ou de régime, les compléments alimentaires, les suppléments nutritionnels. Est-ce que l'alimentation permet un bon fonctionnement optimal de ses fonctions physiologiques, notamment en termes d'immunité, en termes de performance sportive? Dans ce cas, on aurait l'aliment avec allégation de santé ou le supplément nutritionnel et botanique qui pourrait répondre à ce genre de choses. Est-ce que l'alimentation permet un bon développement et une bonne santé infantile? Aujourd'hui, on le sait que malheureusement, c'est plus le cas. Dans ce cas, il y a le complément alimentaire destiné aux enfants, spécifique, et les aliments avec allégation qui se rapportent au développement et à la santé infantile. Enfin, est-ce que l'alimentation est optimisée pour réduire ces risques de maladie au vu de l'augmentation des maladies? Alors c'est vrai qu'on en traite, mais le coût des dépenses santé, il augmente d'année en année. Alors que théoriquement, si on prenait bien les choses, il devrait se réduire. Alors que c'est l'inverse qui se produit. Donc si l'inverse se produit, il y a un problème. C'est que on n'a pas pris le mal à sa source. Donc pour réduire le risque maladie, c'est l'aliment avec allégation relative à la réduction du risque maladie, c'est le supplément nutritionnel et botanique. Est-ce que l'alimentation compense les surutilisations en nutriments liés à la maladie, à la prise de xénobiotiques, notamment de certains médicaments? La plupart du temps, c'est non. Est-ce que vous savez quel est le médicament qui entraîne le plus de carences en nutriments? Bien sûr, à part la chimiothérapie anticancéreuse, qui elle dénutrit. Sinon, il y a un autre médicament qui entraîne le plus de dénutrition, et qui est extrêmement courant. La pilule. C'est l'aliment qui entraîne le plus de déficit vitaminique. Il n'y a pas pire médicament que celui-là, à part chimio. Mais là, c'est un cas très particulier. Mais quand on vous... Et en plus, ça augmente l'inflammation. La prise de pilule au long terme crée un syndrome inflammatoire chronique. Et des carences dans de très nombreuses vitamines. Pratiquement toutes. Donc, voilà. Alors que c'était soi-disant un médicament sans danger. Ben non, pas du tout. Donc il faut compenser ce genre de choses en donnant des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, des suppléments nutritionnels, aujourd'hui. Donc vous comprenez l'intérêt d'une prise en charge précoce et préventive pour éviter les pathologies. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, qui arrive aujourd'hui, qui est l'étape de modernité, c'est de passer d'une standardisation à la personnalisation du traitement, qu'il soit nutritionnel ou médicamenteux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une découverte tardive de la maladie. On ne la dépiste pas avant les signes cliniques. Demain, la biologie va permettre, ou la biophysique, va permettre de dépister les maladies un an avant l'apparition de la clinique. Pas de maladie chronique, je ne parle pas de maladie aiguë. Et notamment, on a des traitements qui sont basés sur le fonctionnement processus essai-erreur. Je donne un exemple, moi, qui m'a choqué quand j'ai fait mes études de médecine, c'est le traitement de l'hypertension. On donne un traitement sans savoir s'il va marcher. On regarde s'il marche, alors on ne marche pas, on va en donner un autre. On associe, on donne 3 antihypertenseurs. On verra bien ce qui marche. Mais ça, c'est pas de la médecine. La médecine, c'est avoir des outils qui vont permettre de déterminer lequel va être le bon du premier coup. Et dire, voilà, c'est un inhibiteur calcique, c'est un IEC, voilà, ça serait ça, une vraie médecine, en utilisant des médicaments. Et au lieu de donner des médicaments, ou la chimiothérapie, l'oncologie, au lieu d'essayer une chimio au hasard, donner directement la bonne chimiothérapie, qui va être efficace. Je ne suis pas contre la chimiothérapie, je suis contre sa prescription, c'est-à-dire son utilisation telle qu'elle est faite aujourd'hui. Maintenant c'est pour ça qu'on commence à faire la personnalisation, à savoir que cette chimio-là, elle va marcher sur ces cellules tumorales de ce patient-là en particulier. Là, c'est autre chose. Et maintenant, on est capable, par la technologie, d'avoir une chimio qui va toucher que les molécules, que les cellules tumorales. Elle n'ira pas se fixer sur les cellules saines. Donc là, on aura quelque chose de personnalisé, non seulement pour l'individu, mais spécifiquement pour le type de tumeur du patient.
et il faudra même l'emplacement de la tumeur. Donc on aura un traitement qui ne touchera pas les autres cellules. Voilà. Donc là ça c'est vraiment de la médecine moderne. Et la nutrition demain peut atteindre aussi ce niveau de technicité. Tout ça pour éviter le risque d'erreur de diagnostic et de prédiction, parce qu'aujourd'hui, le plus grand coût hospitalier, c'est les maladies nosocomiales, c'est les accidents médicamenteux, hein, c'est c'est une cause importante de coûts de mortalité et de frais de santé. Alors que si on visait tout de suite le bon traitement, ça coûterait beaucoup moins cher et il n'y aurait pratiquement pas d'effets secondaires, on réduirait de manière importante les accidents médicamenteux. Et il faut savoir que la première cause, par exemple pour l'aviation, on va revenir là, la première cause d'accident d'aviation, c'est une erreur humaine, c'est pas un problème de machine. Il y a des causes de machine, oui, mais c'est 20%. 80% c'est erreur humaine. Donc en médecine, pour réduire l'erreur humaine, on va devoir, le moyen c'est on va informatiser le plus possible pour réduire l'erreur humaine de prescription des médicaments. Donc c'est pour ça qu'on va parler de médecine P4, une médecine personnalisée, hein, qui a été développée par Laurent Root, qui est de l'Institute for Cellular Biology, qui a créé le concept de médecine P4 avec 4 unités. La médecine P4 est personnalisée, c'est-à-dire qu'on va adapter ce traitement au génome, au protéome et à l'environnement. La médecine P4, elle est préventive, c'est-à-dire que le traitement va se concentrer sur le mieux-être et non sur la maladie. Elle va être prédictive, c'est-à-dire que le traitement va être approprié, évitant les réactions aux médicaments. Et enfin, elle va être participative, c'est-à-dire qu'elle va demander la responsabilisation des patients vis-à-vis de leur santé et de leurs soins. C'est-à-dire qu'on demandait une participation active du patient dans la prise en charge de son traitement. Alors, on le fait aujourd'hui pour certaines maladies telles que le diabète, mais malheureusement, on devrait le faire dans toutes les maladies, et pas seulement le diabète ou la maladie cœliaque, où là, on a mis vraiment en place une sensibilisation importante auprès des patients, mais ça devrait être fait pour toutes les pathologies, et pas seulement deux maladies. Voilà. Les outils de la médecine P4 disponibles en 2016 s'articulent autour de 3 axes: bilan clinique, biophysique, biologique et environnemental. Télémédecine, technologie santé connectée, système expert, traitement phytonutritionnel et médicaux personnalisés. Donc ça, on verra une partie dans le cours de la formation, et une autre partie sera donnée dans le cadre du symposium qui finit la formation au mois de juin. On passe à l'examen à la fin. Voilà, on fait l'examen en formation continue pour éviter. Ça veut dire qu'on ne passe pas tout d'un coup, on passe idéalement il faut passer un module par mois. C'est-à-dire sur 6 ou 7 mois. Donc on parle aujourd'hui non plus de médecine 2.0, mais de médecine 3.0. C'est-à-dire qu'il y a une médecine qui intègre la gestion de flux continu de données santé transmises par les technologies self-quantifieuses, c'est-à-dire des capteurs que vous avez sur vous, qui sont intégrés dans les montres, dans des bracelets, mesurent votre activité, votre fréquence cardiaque, votre température. Et c'est ce qu'on appelle le big data en termes de santé, qui est stocké, mais qui aujourd'hui ne sont pas encore interprétés. Mais demain, l'ensemble de ces données pourra être interprété. Et donc suivre au quotidien votre état de santé au jour le jour. On va être une médecine qui va être fondée sur les algorithmes analysant vos données physiques et émotionnelles, et non plus forcément le questionnaire, puisqu'on enregistre vos données de tous les jours. Non seulement vos données physiques de vos capteurs, mais aussi de vos données que vous laissez en surfant sur Internet. Sachant que toutes vos traces, toutes vos recherches sont enregistrées par Google, à moins d'avoir coché la bonne case qui interdit cet enregistrement. Et bien sûr, il faut savoir que Google a des contrats avec les assurances et renseigne les assurances sur le surf de ses assurés. Oui, bien sûr. Et donc en fonction de ça,
l'assureur doit être capable de prédire votre risque de pathologie et donc la prime que vous allez payer en termes d'assurance pour votre santé. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi, le médecin va avoir un rôle de média-médecine, c'est-à-dire qu'il va y avoir un rôle d'intermédiaire entre le patient et le système informatique médical, qui va devenir un système complexe. Et les données médicales seront transmises à un système expert, associé à un système d'intelligence artificielle, qui va être capable non seulement d'analyser votre santé, mais de proposer un traitement judicieux. Le médecin n'aura plus qu'à valider en apposant son tampon et sa signature. Voilà. Et la machine aura fait 90% du travail. Donc, comment ça va se passer? On teste par tout un tas d'outils qui existent aujourd'hui. On diagnostique grâce à un système d'intelligence artificielle en intégrant les tests cliniques, les résultats biophysiques, les résultats d'analyse de laboratoire, plus une base de connaissances. Sachant que les dernières intelligences artificielles aujourd'hui intègrent au jour le jour toutes les publications sorties dans le secteur sur lequel elles travaillent. C'est-à-dire qu'il y a Watson, qui est un ordinateur développé par IBM, dans le cadre spécialisé, et ils ont développer une application dédiée au cancer du poumon. Et bien l'ordinateur récupère toutes les publications mondiales sur les cancers du poumon et le traitement des cancers du poumon, et l'intègre dans sa proposition de soins. Dans les choix de soins. Ce qu'un humain ne peut malheureusement pas faire. Voilà. Et donc la proposition de soins aujourd'hui ne sera pas seulement demain que médicamenteuse, mais elle sera aujourd'hui en termes de compléments alimentaires, en termes de mode de vie, d'alimentation. Voire proposer aussi des complémentaires, je dirais, à ce qui a été fait préalablement, pour préciser les diagnostics, notamment de la génétique. Alors, comment aujourd'hui on peut suivre un enfant avec des capteurs? Voilà. Technologie de santé connectée pour la mère et l'enfant. On voyait déjà pour la mère le capteur qui permet de suivre la fréquence cardiaque du bébé avant la naissance. Voilà. Sur l'iPhone. Et ça existe, ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est en Angleterre, c'est des technologies anglaises. Aussi le développement, le poids et la force du bébé. Suivre le niveau d'activité et de sommeil, suivre la fréquence cardiaque, la température de la peau, la détection de la position du corps, l'établissement de la raison des pleurs, et vous avez des programmes d'endormissement. Et vous avez même la brosse à dents connectée, qui surveille si l'enfant fait un brossage correct. Il surveille non seulement le temps de brossage, mais comment vous faites votre brossage. Le détecteur détecte les mouvements du brossage et peut après attribuer une note de brossage et vous pouvez faire un concours de brossage de dents à la maison. Donc ça intéresse surtout pour les enfants, bien sûr. Parce que l'adulte, normalement, il est censé savoir le faire. Et puis vous avez maintenant des peluches connectées qui enregistrent, qui regardent l'enfant, qui peuvent lui parler et qui détectent son pouls. Donc c'est très intéressant cette technologie-là pour détecter les morts subites du nourrisson. Dès qu'il va avoir un moindre problème, ça va alerter la famille. Alors sinon, on n'est pas toujours derrière le bébé à savoir. Donc c'est des outils qui ne sont pas chers et ça va avoir des intérêts pratiques. Alors l'enquête alimentaire, au lieu de passer un temps fou à poser des questions aux patients, le plus simple, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je lui fais remplir un questionnaire. Un questionnaire qui explore les différents systèmes. Parce que ça va vous éviter notamment la question ou la réflexion à la fin de la consultation. Au moment où vous ouvrez la porte et que le patient sort, le patient dit « Ah, oh docteur, j'ai oublié
de vous dire quelque chose d'important. Et comme par hasard, c'était le motif le plus important de consultation. Mais quand il est venu, ça lui a échappé. Voilà. Alors que quand vous avez fait ce genre de choses, eh bien, le patient n'oubliera pas parce qu'on aura checké tous les systèmes. Première chose. Deuxième chose, l'enquête alimentaire, elle se fait aussi sous forme d'un questionnaire. Pourquoi? Première chose, éviter l'effet blouse blanche. Parce que sinon, le patient, ça a été démontré, cherche toujours à faire plaisir aux médecins ou aux pharmaciens. Et donc, il va y avoir un biais dans la réponse. Alors que s'il remplit sa feuille tout seul, il remplit face à lui-même. Donc les résultats seront beaucoup plus justes. Donc il faut toujours que l'enquête, le patient la remplisse tout seul. Sauf s'il ne comprend pas, il a des questions, là on est là pour répondre. Mais il ne doit pas la remplir face au médecin. Ce n'est pas au médecin à la remplir. Parce que moi j'ai testé. Les réponses que les patients font à distance, eux-mêmes, et les patients, les réponses qu'ils font, si c'est vous qui posez des questions, ne sont pas exactement les mêmes. Il y a une tendance, on a remarqué qu'ils cherchent à vous faire plaisir. Un exemple, demandez à un alcoolique, quelqu'un qui a un alcoolisme ou tabac, s'il fume ou s'il boit, il va toujours minorer. Par contre, s'il est devant une feuille, là, il donnera la bonne quantité qu'il consomme. Mais devant vous, il ne le dira jamais. Eh bien oui, voilà. Et après, pareil pour les symptômes. Bon. Vous avez un symptôme qui serait long, une liste de symptômes qui serait longue en consultation, et bien que le patient lui pourra répondre. Et si jamais il ne sait pas, il ne connaît pas un symptôme, il nous pose la question, et à ce moment-là, on évaluera avec lui si le patient n'a pas pu répondre. Donc c'est ce que je dis aux patients, si vous ne savez pas, vous ne comprenez pas la question, vous ne répondez pas, et à ce moment-là, on répondra ensemble. Et globalement, les patients mettent une demi-heure, entre 20 et 30 minutes à répondre à l'ensemble du questionnaire. Et puis, il y a des technologies santé connectée qui existent déjà en 2015, et d'autres vont apparaître en 2016, notamment, alors qui touchent aussi de la composition corporelle, suivi de l'activité physique journalière, suivi des phases de sommeil, mesure de la température cutanée, suivi de l'électrocardiogramme, mesure de la pression artérielle, analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque, suivi de l'électroencéphalogramme, oxymétrie, fréquencemétrie respiratoire, VO2, mesure d'exposition au soleil, automesure de 12 paramètres urinaires, automesure capillaire de 15 paramètres sanguins, à domicile. Tout ça peut se faire à domicile. Suivi du CO2, température et humidité de l'air intérieur, suivi des composés organiques volatiles de l'air. Toutes ces technologies existent aujourd'hui et sont des technologies qui sont faites pour que les personnes échappent chez eux, pas chez le médecin. Donc ce qui fait que... Et là vous avez un exemple de ce que peut récupérer un capteur